Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Je vous propose dans cette vidéo de traiter un exercice relatif à la distance d'un vecteur à une partie d'un R espace vectoriel normé. Nous allons dans un premier temps rappeler ce qu'il faut savoir sur le sujet et ensuite nous développerons l'exercice en question. Étant donné un R espace vectoriel grand E, une partie grand A de E est dite convexe lorsque pour tout couple xy de vecteurs de grand A, le segment qui joint ces vecteurs est entièrement contenu dans grand A. Par définition, le segment xy désigne l'ensemble des vecteurs de la forme 1-tx plus ty, où t parcourt le segment réel 0, 1. Par ailleurs, si grand A est une partie convexe au sens de cette définition, et si f est une application de grand A dans R, on dit que f est convexe lorsque pour tout couple xy de vecteurs de A, et pour tout réel petit t appartenant au segment 0, 1, on a l'inégalité f de 1-tx plus ty inférieur ou égal à 1-tf de x plus tf de y. Si l'on considère un vecteur petit x quelconque de grand E, et si grand A est une partie non vide de E, la distance de x à grand A, notée d indice grand A de x, est par définition la borne inférieure des distances de x au vecteur de A. Il est classique que cette borne inférieure est nulle si et seulement si x est adhérent à grand A, et par ailleurs que l'application d indice grand A est continue sur grand E. Je vous propose de démontrer ces deux points l'un après l'autre. Tout d'abord, si x appartient à l'adhérence de grand A, c'est qu'il existe une suite A indice n de vecteurs de grand A qui convergent vers x. Par définition de la distance de x à grand A, on peut écrire que d indice grand A de x est inférieur ou égal à la norme de x moins à n pour tout n. Or, cette norme a pour limite 0 par hypothèse, et ceci montre que d indice grand A de x est nul. Réciproquement, si d indice grand A de x est nul, alors, par définition d'une borne inférieure, on voit que pour tout epsilon strictement positif, il existe un vecteur petit a dans grand A, tel que la norme de x moins a soit inférieure ou égale à epsilon. Si l'on fait cela pour epsilon égale 1 sur n, n étant un entier naturel non nul, on voit qu'il existe un vecteur petit a indice n appartenant à grand A est tel que la norme de x moins a indice n soit inférieure ou égale à 1 sur n. Il est clair que la suite de termes général a indice n converge alors vers x, et comme tous les termes de cette suite sont dans grand A, cela prouve que x est adhérent à grand A. Passons maintenant au deuxième point. Pour montrer que l'application d indice grand A est continue, on va montrer qu'elle est lipschitzienne de rapport 1, c'est-à-dire que pour tout couple xy de vecteurs de E, la valeur absolue de d indice grand A de x moins d indice grand A de y est majorée par la norme de x moins y. Considérons donc un couple xy de vecteurs de grand E et un vecteur petit a quelconque dans grand A. Par définition, d indice grand A de x est inférieur ou égal à la norme de x moins a, qui peut s'écrire artificiellement comme la norme de x moins y plus y moins a, et l'on peut majorer cette quantité grâce à l'inégalité triangulaire par norme de x moins y plus norme de y moins a. Si l'on retranche la norme de x moins y aux deux membres de cette inégalité, on obtient donc que d indice grand A de x moins norme de x moins y est inférieur ou égal à norme de y moins a. Le membre de gauche est indépendant de petit a, et c'est un minorant de la norme de y moins a pour tout petit a. Il en résulte que le membre de gauche est inférieur ou égal à la borne inférieure des normes de y moins a lorsque petit a parcourt grand A, c'est-à-dire a d indice grand A de y. Nous venons de démontrer que d indice grand A de x moins d indice grand A de y est inférieur ou égal à la norme de x moins y.
Il reste simplement à observer que l'on peut maintenant échanger les rôles des vecteurs x et y pour obtenir que dA de y moins dA de x est aussi inférieur ou égal à la norme de x moins y, si bien que la valeur absolue de cette différence est inférieure ou égale à la norme de x moins y. On sait bien qu'une application lipschitzienne est automatiquement continue, et donc on a bien prouvé la continuité de D indice grand A. Passons maintenant à un exercice. Il s'agit de prouver que si grand A est une partie non vide et convexe, alors l'application D indice grand A est convexe. On considère deux vecteurs x et y dans grand E, un réel petit t dans le segment 0, 1, et on doit démontrer que D indice grand A de 1 moins tx plus ty est inférieur ou égal à 1 moins t fois D indice grand A de x plus t fois D indice grand A de y. Voyons d'abord quelque chose qui ne marche pas. On va donc considérer un vecteur petit a quelconque dans grand A. Commencer par voir que D indice grand A de 1 moins tx plus ty est évidemment inférieur ou égal à la norme de 1 moins tx plus ty moins petit a, et écrire artificiellement ce vecteur petit a comme 1 moins ta plus ta. Ce qui nous amène à D indice grand A de 1 moins tx plus ty inférieur ou égal à la norme de 1 moins t facteur de x moins a plus t facteur de y moins a. D'après l'inégalité triangulaire, on peut encore majorer ceci par 1 moins t fois la norme de x moins a plus t fois la norme de y moins a. Jusqu'ici, le raisonnement est parfaitement correct. En revanche, si l'on affirme maintenant que la borne inférieure du membre de droite est 1 moins t dA de x plus t dA de y, on est en train en fait d'affirmer que la borne inférieure d'une somme est égale à la somme des bornes inférieures, ce qui est en général faux. D'ailleurs, voici un petit contre-exemple très simple. Imaginez l'application petit f et l'application petit g, toutes deux définies sur le segment 0,1, de la manière suivante. Pour tout t, f de t vaut t, et g de t vaut 1 moins t. Il est évident que ces deux applications ont la même borne inférieure sur le segment 0,1, à savoir 0, et que par conséquent, la somme de leurs bornes inférieures est nulle. Néanmoins, la borne inférieure de la somme vaut 1. Par ailleurs, la pseudo-démonstration qui précède pouvait paraître suspecte, car à aucun moment on n'a utilisé la convexité de grand A. Voici maintenant une démonstration correcte. On va considérer non pas un mais deux vecteurs, petit a et petit b, tous deux dans grand A, et on va écrire que la distance de 1 moins tx plus ty à grand A est inférieure ou égale à la norme de 1 moins tx plus ty moins, entre parenthèses, 1 moins ta plus tb. Cette inégalité est vraie parce que, en raison de la convexité de grand A, le vecteur 1 moins ta plus tb appartient à grand A. On peut maintenant exprimer cette dernière quantité comme la norme de 1 moins t facteur de x moins a plus t facteur de y moins b, la majorer comme tout à l'heure avec l'inégalité triangulaire par 1 moins t norme de x moins a plus t norme de y moins b, et passer maintenant à la borne inférieure sur l'ensemble des couples AB parcourant grand A, et cette fois-ci, le membre de droite, après passage à la borne inférieure, devient 1 moins t, t indice grand A de x, plus t, d indice grand A de y, ce qui prouve donc la convexité de dA. On peut éventuellement détailler ce dernier passage en expliquant que on passe dans un premier temps à la borne inférieure pour les petits a parcourant grand A, en laissant b fixe, arbitraire mais fixe, et dans un second temps, après avoir obtenu que d indice grand A de 1 moins tx plus ty est majoré par 1 moins t d indice grand A de x plus t norme de y moins b, effectuer alors un second passage à la borne inférieure
sur B cette fois-ci, ce qui donne l'inégalité annoncée. Réciproquement, on peut se demander si la convexité de l'application D indice grand A entraînerait la convexité de la partie grand A. Il n'en est rien comme le montre le contre-exemple suivant. On se place dans grand R et l'on choisit pour grand A l'union de l'intervalle -1, 0, -1 compris, 0 exclu, et de l'intervalle 0, 1, 0 exclu, 1 compris. L'ensemble grand A ainsi défini n'est pas convexe. En effet, il contient -1 et il contient 1, mais ne contient pas leur demi-somme 0. Maintenant, on voit facilement que si x est inférieur à -1, alors D indice grand A de x est égal à -x-1, que si x est compris au sens large entre -1 et 1, alors D indice grand A de x est nul, et notamment si x est nul, bien que hors de grand A, ce nombre est adhérent à grand A. Et enfin, on voit que si x est plus grand que 1, alors D indice grand A de x est égal à x-1. Manifestement, D indice grand A est une application convexe, sans que A soit une partie convexe, et la convexité de dA se voit d'ailleurs très bien sur cette illustration. Cela dit, on peut observer que la convexité de D indice grand A entraîne que l'adhérence de grand A est convexe. En effet, si l'on choisit un couple XY de vecteurs appartenant à l'adhérence de grand A et un réel petit t dans le segment 0, 1, on observe que D indice grand A de 1 tx plus ty est majoré par hypothèse par 1 t D indice grand A de x plus t D indice grand A de y. Or, comme x et y sont adhérents à grand A, ce majorant vaut 0. On sait en effet, comme on l'a rappelé en début de vidéo, que la distance d'un vecteur à une partie est nulle si et seulement si ce vecteur est dans l'adhérence. Par conséquent, 1 tx plus ty appartient bien à l'adhérence de A, ce qui prouve l'implication annoncée. Je vous remercie de laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu, et je vous invite par ailleurs à consulter le blog math-os dont l'adresse apparaît en bas à droite de l'écran.